La dernière assemblée générale, et donc on va essayer sur ces quelques temps que nous avons ce soir de vous restituer un petit peu les 5 derniers mois. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette assemblée générale. Donc, je suis Anne-Cécile Brie, je suis coprésidente de l'association avec Vincent. Et donc je vais vous faire un rapide tour de l'ordre du jour. Donc on a prévu ce soir une réunion d'information et de partage, comme vous l'avez vu dans l'ordre du jour qui vous a été envoyé, autour des étapes et des démarches qui ont été mises en place dans le cadre du transfert d'activité de l'association vers l'Oust-Avro-Céylande Communauté. On va vous restituer les étapes depuis la dernière AG qui a eu lieu le 22 juin 2023 et à laquelle un certain nombre d'entre vous étaient présents. Donc notre objectif ce soir, c'est partager avec vous et d'être dans la transparence pour que vous puissiez avoir connaissance des différentes étapes qui ont eu lieu et poser des questions, qu'on puisse échanger autour de ça. L'idée pour nous, c'est de vous restituer au mieux les faits et nos prises de décision, étant donné qu'on a fait tout cela au nom de l'association, et puis qu'on puisse répondre à vos interrogations. On terminera les échanges par nos intentions sur les mois à venir et la planification d'une assemblée générale en début d'année prochaine pour se projeter sur les activités futures de l'association. Donc voilà, pour une soirée, ça nous semblait difficile à la fois de partager de l'information et de se projeter dans l'année prochaine. Ça passait pas tout en un soir, ou alors on serait resté très très tard. Et donc on s'est dit qu'il valait mieux séparer les choses et on vous retrouvera avec plaisir en début d'année prochaine pour vraiment se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc tout d'abord vous rappeler, vous dire comment on a fonctionné. Donc lors de la précédente assemblée générale, il y a eu de nouveaux membres du CA qui ont été élus, venant rejoindre ceux dont le mandat se poursuivait. Donc depuis juin, le CA des Landes est composé donc de moi-même et Vincent qui sommes coprésidents. Et puis je vais laisser les autres membres du CA se présenter. Si tu veux, Thibaut, je ne sais pas si bien. Oui, c'est moi qui suis. Donc Thibaut Muller, je suis trésorier de l'association. Voilà, Marc Boucher, je suis vice-trésorier de l'association avec vous et aussi Sylvie Bénard, membre du CA depuis le mois de juin. Mathieu Gostin, je représente le pôle ESL dans le conseil d'administration depuis fin 2023. Personne du tuyau, je suis dans le CA depuis Jean Golias aussi, en jeu depuis juin. Henri-Georges Medienne, pareil. Là, je pense pour le moment. Et après, dans notre CA, on a des membres de droit pour les collectivités bancaires et tout avancer en communauté qui se sont excusés ce soir par la je ne sais pas, mais en tout cas, les autres se sont excusés. Voilà, et donc suite à notre première réunion de bureau qui a eu lieu le 10 juillet, on a fait le choix de travailler au maximum dans ce qu'on a appelé un bureau élargi. Donc avec à la fois les membres du bureau et les membres du CA qui étaient disponibles et qui souhaitaient participer aux réunions pour se répartir la charge de travail qui a été conséquente en lien avec l'actualité. Vous allez voir, il y a eu pas mal de rebondissements et pour mettre en commun nos énergies, nos réflexions, nos compétences. Voilà, donc on arrive un peu au cœur de la présentation de la soirée qui est la restitution des grandes étapes des interactions entre l'association et OBC. Donc pendant cette présentation, ce qu'on vous propose de faire, c'est de poser des questions uniquement de clarification. Par exemple, si vraiment il y a un terme qui n'était pas clair, un acronyme, et que ça vous empêche de comprendre, ben là vous pouvez demander. Mais sinon, on vous propose de nous dérouler un peu toutes ces étapes. Ensuite, on aura différentes interventions, des interventions d'avocates, des interventions du CA et puis de l'équipe salariée. Et ensuite, on aura un grand temps. On a veillé à laisser du temps pour de l'échange. Et donc là, on pourra ouvrir des débats, etc. Voilà. On vous propose de prendre d'abord connaissance de tous ces éléments avant de pouvoir débattre tous ensemble. Avant d'aller plus loin, je vais juste
vous faire la petite liste des personnes qui étaient invitées à l'Assemblée Générale et qui ont manifesté leur intérêt mais n'ont pu être présents ce soir. Donc parmi les élus d'Oust-à-Brocéliande Communauté se sont excusés Sylvie Chedaleux, Fabrice Genouel, Gaël Stricot-Bertheva, Céline Olivier, Yann Huet, Michael Legoué. Et parmi les adhérents de l'association, nous avons Ditch Olive, Eric Olive. Nous avons également Sarah Roulant. Je m'excuse si la prononciation n'est pas bonne. Floriane Guillaume Leblanc. Claire Hareux. Un représentant de Timbre FM. Marc Gualot. Marin Hariba. J'ai voulu faire le principe d'une frise chronologique afin que ce soit pour vous plus facile de comprendre le raisonnement et les différentes étapes qui se sont jalonnées, parce que des fois ça se joue à la date près pour comprendre un petit peu le contexte. Donc le 22 juin, vous avez par la voie d'un vote à l'Assemblée Générale qui s'est tenue, vous avez souhaité du coup élire des nouveaux membres du CA. À cette occasion, du coup, vous avez renouvelé, pour ainsi dire, intégralement le bureau de fait, puisqu'un certain nombre de membres de l'association étaient en fin de mandat et n'a pas été renouvelé à cette occasion. Suite à cette Assemblée Générale, où a été annoncé par la collectivité son intention officielle devant l'Assemblée Générale, la reprise des activités en régie, c'est-à-dire que ça se matérialise tout simplement par une rupture unilatérale des conventions avec l'association. Donc on avait plusieurs conventions avec Oust-à-Brocéliande Communauté, donc qui à partir de là manifestent leur intention de les rompre. Donc nous, dès les premiers jours qui ont suivi cette Assemblée Générale, nous avons pris contact avec les élus d'Oust-à-Brocéliande Communauté de référence, à savoir Pierrick Leguièvre et Jean-Hugues Léher, afin de leur faire part des retours et des échanges qui avaient été tenus sur cette Assemblée Générale. Suite à quoi nous avons indiqué que, conformément à ce que toute bonne association fait, nous allions communiquer auprès des élus communautaires le rapport d'activité de l'exercice précédent, 2022-2023, faisant état de tout ce qui avait pu être mené conformément à nos engagements, nos engagements conventionnels, en gros l'ensemble de l'exercice. Et nous avons profité pour manifester de manière tout à fait officielle notre opposition et notre interrogation quant aux modalités qui motivent la dénonciation des conventions. Donc suite à ça, nous avons eu un conseil communautaire qui a acté le passage en régie directe de l'ensemble des activités menées sur le site des Landes de Montneuf, alors que évidemment ce conseil communautaire a évidemment fait naître des questions. Pour autant, un vote a eu lieu et a donné lieu au passage en régie. Donc le 3 juillet, donc nous sommes 4 jours après le conseil communautaire, la décision nous est officiellement notifiée, non pas par courrier avec accusé de réception, mais par exploit d'huissier, ici sur le site des Landes. Suite à quoi nous avons assez rapidement fait état de cette situation par un courriel aux adhérents. Ensuite, le 5 juillet, faisant suite à la prise de contact d'après AG avec les élus de référence d'Oust-à-Brocéliande Communauté, que sont Pierrick Leguièvre et Jean-Hugues Léher, une rencontre a été proposée afin d'ouvrir le dialogue avec la présidence d'Oust-à-Brocéliande Communauté. À cette rencontre, du coup, je me suis rendu avec Thibaut Muller au nom du bureau. Et puis, se sont joints 2 techniciens, à savoir le directeur général des services, Luc Philippe, et la directrice du tourisme et de la culture, Noémie Thomas. Lors de cette rencontre, nous demandons évidemment qu'un projet, puisqu'entre-temps nous avions reçu la notification de résiliation, donc on a demandé à ce que le projet de la collectivité pour le territoire de Montneuf et l'activité qui s'y tient soit présenté à l'association, qui jusque-là est toujours employeuse d'une équipe salariée.
Et c'est à ce moment-là aussi qu'on demande que soit précisé exactement le calendrier de reprise et que tant que ces éléments-là ne nous étaient pas donnés, il nous était compliqué de continuer à avoir des interactions et des va-et-vient entre les différents techniciens, que ce soit à Oust, à Brocéliande Communauté et les salariés de l'association, tout simplement parce que les positions n'étaient pas claires, que pour que les salariés puissent prendre une décision en toute connaissance de cause, il nous paraissait important qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Comme vous tous, quand on signe un contrat, on aime savoir où on va. Donc c'est en ce sens qu'on a motivé notre intervention avec Thibaut. On n'avait aucun mandat puisqu'on n'avait pas encore eu l'occasion de tenir un bureau, ni de tenir un conseil d'administration. Donc nous, on n'a pris aucune décision sur cette rencontre. On a seulement dit que nous, notre principal intérêt résidait en deux faits. La préservation de la situation des salariés, que leur emploi soit garanti, que l'exercice de leur mission soit pérenne dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, deuxième point, que l'initiative citoyenne qui participait du projet des Landes, à savoir l'engagement associatif des bénévoles, des habitants, des adhérents, puisse toujours être partie intégrante du projet, même si, de facto, la collectivité ne souhaitait plus nous y faire participer. Donc, suite à cette rencontre, en toute fin de session, le directeur général des services nous propose alors de participer à l'écriture d'un scénario de reprise possible à leur côté, où pourrait s'intégrer une future association Les Landes. Donc on a acté cette proposition et on a indiqué que nous en ferions part à la fois à l'ensemble du bureau et plus largement à l'ensemble des administrateurs bénévoles. Et donc on s'est réunis quelques jours après cette rencontre. Donc pour vous donner un petit peu la temporalité, mais le sentiment qui régnait sur cette rencontre, c'est que les échanges étaient plutôt cordiaux et laissaient éventuellement entrevoir une ouverture de principe. Donc sur ces éléments, nous on est ensuite retourné au sein de l'association faire état de cet échange et de la proposition. On a tenu un premier bureau, donc à l'époque nous étions encore composés de 4, avec Anne-Cécile, Marc, Thibaut et moi-même. On a du coup acté les premières affaires courantes qui étaient restées en suspens suite à l'Assemblée Générale. On a acté les principes de la transition administrative, c'est-à-dire que bien effectivement les pouvoirs de la présidence nous ont été confiés, le pouvoir pour la trésorerie a été confié également, les démarches ont été faites à cette occasion, et on a prévu tout de suite une première rencontre avec les nouveaux administrateurs qui s'étaient engagés au pied levé lors de l'Assemblée Générale. Pour autant, tout l'ensemble des administrateurs ont toujours été informés de nos démarches par voie de mail d'ici là, mais on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer. Donc 5 jours plus tard, nous sommes le 5 juillet, nous tenons ce bureau où nous rencontrons les nouveaux administrateurs, nous relayons la proposition d'Oust Brocéliande Communauté. Le constat est à peu près unanime sur cette proposition de participer à l'écriture du projet ou prendrait part l'association, c'est-à-dire qu'on y voyait clairement une redondance du travail effectué ces dernières années, dans le sens où le projet associatif avait été l'objet d'une consultation des adhérents, d'une concertation auprès des administrateurs, sous l'égide des précédents bureaux, qu'un travail large et fourni avait été fait pour écrire un projet, que ce projet ensuite avait été confronté à l'avis des techniciens d'Oust Brocéliande Communauté, par la voix d'Armel Huet, présent dans la salle d'ailleurs, et que sur cette base-là, le projet associatif avait été validé en conseil d'administration à l'unanimité. J'en profite également pour rappeler que ce conseil d'administration est composé également d'élus d'Oust Brocéliande Communauté, et qu'il a été voté à l'unanimité. Et donc, finalement, cette proposition était une redondance de ce travail fait il y a à peine un an, et qu'il nous paraissait être un non-sens de participer à une nouvelle écriture, alors que nous avions en fait un délai d'à peu près 2 semaines, puisqu'il fallait faire ça avant les congés de la collectivité, donc à savoir avant fin juillet. Et donc en ce temps-là, il nous paraissait impossible de mener une concertation crédible qui soit le reflet des intentions du territoire et de ses habitants. Voilà. Donc nous prenons évidemment la décision à ce moment-là, comprenant bien également
aucune inflexion sur le modèle, c'est-à-dire la régie publique, qui n'est absolument pas adaptée à une activité commerciale, car l'activité qui se déroule au Land est une activité commerciale. Donc à ce moment-là, nous décidons de prendre conseil auprès d'une avocate, dans le sens où nous ne nous sentions pas à même d'être pleinement conscients de nos décisions si nous ne prenions pas des avis construits et réfléchis. Donc on a pris le parti à ce bureau de nous attacher ces services. Et donc c'est à maître Camille Tréheux, qui est avocate à Rennes, que nous avons confié la tâche de nous accompagner dans nos démarches. Et à la fin de ce bureau bien chargé, comme vous le voyez, on a conclu sur un principe de gouvernance propre à notre bureau, c'est d'intégrer systématiquement l'ensemble des administrateurs pour participer, parce qu'on se savait pas trop de 4 pour mener cette tâche, donc on a intégré toutes les bonnes volontés à nos côtés. Donc le 18 juillet, nous tenons officiellement notre premier bureau élargi, donc on est à peine une semaine après cette première tenue. Nous recevons les premières conclusions de maître Tréheux, qui nous évoque les possibilités de recours. Très clairement, à partir du moment où un motif d'intérêt général est évoqué, finalement, nos conventions n'ont plus valeur que de signer un bout de nappe sur un coin de table, donc elles n'ont plus aucune valeur, et nous entérinons du coup de facto notre impossibilité de recours pour empêcher, je dis bien pour empêcher, parce que finalement tout recours n'aurait pu que éventuellement repousser l'échéance au mieux, mais n'aurait rien pu empêcher. Donc nous concluons ce bureau avec cet avis-là, qui du coup motive pour nous une réponse officielle, car nous n'avions jamais pris le temps d'une réponse officielle à la collectivité. Donc nous décidons d'apporter à la notification du 3 juillet de résiliation de l'ensemble des conventions notre réponse officielle, votre réponse officielle au nom de l'association, par courrier avec accusé de réception. Dans ce courrier, et donc là je vais me permettre une petite lecture, nous mentionnons du coup, par rapport à la notification qui nous avait été faite, que des raisons d'intérêt général sont évoquées pour justifier cette décision, et nous souhaitons qu'elles puissent être précisément explicitées pour que les procédures prévues par l'article 6.3 de la Convention, bien que désormais caduque, prévoient que le partenariat puisse être mis en œuvre de façon éclairée, que la rupture des partenariats puisse être mise en œuvre de façon éclairée pour toutes les parties. Il s'agissait pour nous, en fait, de mettre en place une mesure qui constituait à créer une commission mixte mêlant Ousta Brocéliande et des membres de l'association pour discuter des modalités de rupture. Donc, nous demandons finalement que cette mesure de la Convention puisse être reprise. Nous ajoutons, suite à la rencontre qui a suivi du 5 juillet avec Jean-Luc Blair et les services d'Ousta Brocéliande, comme le coprésident et le trésorier de l'association ont pu vous le préciser en direct dans le cadre de la rencontre qui vous a réuni le 5 juillet dernier, nous sommes ouverts à cette discussion dans le souci de l'équipe et du projet du Centre des Landes, ainsi que celui de la possibilité d'étudier d'autres voies que le passage en régie publique, pour permettre de maintenir la mobilisation citoyenne autour des missions de cette structure, dont l'action est unanimement saluée. Après le 24 juillet, ce sont les congés pour Ousta Brocéliande Communauté, donc une trêve d'échange intervient. Et nous tenons, nous, un bureau élargi de reprise le 28 août. Donc ce bureau élargi, je ne peux pas forcément revenir dessus, il y avait le traitement des affaires courantes, des signatures à apporter, et on a préparé le CA du 25 septembre, en notant notamment des interpellations du bureau par les salariés qui se posaient de nombreuses questions en lien avec la reprise, en lien avec leur mission, en lien avec le projet, et en lien avec la poursuite de processus de revalorisation salariale qui a été donc mise à l'ordre du jour du CA du 25 septembre, sur lequel je reviendrai juste après. Donc le 18 septembre,
nous recevons donc un courrier du président d'Oustabro-Océan Communauté. Une accusation est faite à l'égard de l'association de ne pas permettre les échanges entre Oustabro-Océan Communauté et les salariés. Et nous sommes également accusés de retarder le processus de reprise. Nous, de notre côté, nous réfutons ces accusations. Nous considérons que nous avons demandé, lors de la rencontre de juillet, à ce que les échanges avec les salariés soient d'abord demandés à l'association avant de pouvoir échanger avec les salariés, mais en aucun cas on a interdit ces échanges, en aucun cas on les a bloqués. Et on a reçu, entre le 5 juillet où cela avait été discuté et le 18 septembre, aucune demande de l'Oustabro-Océan Communauté qui nous disait voilà, nous aimerions rencontrer les salariés dans tel ou tel but. Et donc nous n'avons pas, tout simplement pas pu répondre à une sollicitation qui n'a pas été formulée. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de rencontre entre OBC et les salariés sur cette période, mais nous réfutons l'accusation selon laquelle on en serait coupable. Ensuite, le 25 septembre, nous nous sommes réunis en conseil d'administration. À l'ordre du jour, nous avions demandé la présentation du projet de reprise par M. Lelièvre, qui représente Oustabro-Océan Communauté dans notre conseil d'administration. Il nous annonce n'avoir rien à présenter à ce stade, donc c'est un point qui a été somme toute assez rapide. Le projet serait essentiellement, selon lui, conditionné au choix qui serait fait par les salariés de poursuivre ou non avec la collectivité. Il nous avance également que de toute façon rien ne changera, que les choses vont continuer comme elles sont. Voilà, un grand flou règne autour du projet qui sera porté par la communauté de communes. Nous soumettons au vote une résolution visant à offrir un conseil juridique aux salariés pour les accompagner, puisque nous avons bien conscience que dans cette période où des propos contraires ont pu être tenus par des représentants de la communauté de communes à l'occasion de différentes réunions, il nous semblait important que les salariés puissent avoir une pleine connaissance de leurs droits. Et pouvoir se faire conseiller par une personne plus qualifiée que nous l'étions en tant que membre du CA pour répondre de manière juste à leurs interrogations qui étaient tout à fait légitimes. Par ailleurs, lors de ce CA, la collectivité annonce avoir déjà pris contact avec un partenaire financier de l'association et avoir son accord de principe avec la poursuite du partenariat en régie. Ils nous disent donc que tout se passe bien. Par ailleurs, nous actons la finalisation du processus de revalorisation salariale qui avait été initié lors de précédents mandats du conseil d'administration de l'Association des Landes. Et donc nous avons voté cela en CA pour revaloriser des salaires qui ne l'avaient pas été précédemment, puisque le choix avait été fait de le faire en 2 vagues. Et donc cette seconde vague avait tardé, vu les différents rebondissements qu'on a pu connaître sur cette année. Le 26 septembre, nous missionnons Maître Julie Coadon pour accompagner les salariés, conformément à la prise de décision qui avait été faite au conseil d'administration. Et il est donc décidé qu'elle rencontrera prochainement l'équipe. Cela sera au mois d'octobre. Le 30 septembre, un courrier de Maître Fréau est envoyé à la communauté de communes. Nous y mentionnons notre incompréhension de la motivation d'intérêt général dans les actions menées par l'Oustabro-Océan Communauté, puisque la communauté de communes n'est toujours pas parvenue à justifier ce motif d'intérêt général, que ce soit dans tous les échanges que nous avons pu avoir, et notamment au conseil d'administration. Et nous restons vigilants dans les suites de la reprise et nous mentionnons également que nous ne faisons en aucun cas blocage à des échanges avec les salariés. Nous souhaitons simplement en être avertis et que ceux-ci soient motivés et clairs. Le 9 octobre, nous avons une réunion entre l'Oustabro-Océan Communauté et plusieurs représentants de l'association qui sont dans le conseil d'administration. Tout d'abord, cette réunion elle ne devait concerner que des élus des 2 entités. Et puis finalement, on apprend que l'Oustabro-Océan Communauté a invité également des techniciens. Et donc nous décidons également de mobiliser le directeur et la représentante des salariés. Quelques éléments évoqués.
les salariés seraient une priorité pour Gustave Roussillon de Communauté, mais aucun geste n'est fait pour donner envie de cette reprise. Il n'y a toujours pas de projet lancé aux salariés, alors que, comme Vincent l'a évoqué, difficile de se projeter dans un poste, dans une structure pour laquelle il n'y a pas de projet, les missions ne sont pas claires, et les différents contrats qui ont pu être reçus par les salariés avaient tous de nombreuses fautes, que ce soit dans les noms, dans les missions, etc., qui étaient mentionnées. Il n'y a pas non plus de formulation de propositions concrètes voilà, en termes d'organisation, en termes d'interaction avec la communauté de communes, comment est-ce que cela va fonctionner, il n'y a toujours pas d'éléments. Nous annonçons qu'une grande part des salariés envisagent sérieusement un départ et nous ne recevons pas de réaction particulière face à cette annonce. Et nous partageons que ce départ est lié à un mal-être en lien avec la situation et le peu de communication. Nous demandons qu'un soin plus important soit apporté aux prochains échanges. Donc, minima, comme je le disais, que les noms et informations personnelles soient correctes dans les documents transmis aux salariés et que les missions soient ajustées. Le 17 octobre, la Secoason rencontre l'équipe. Des échanges sur les enjeux, ils peuvent échanger sur les enjeux de la procédure en cours. Des questions ressortent et sont transmises à Gustave Roussillon. Le calcul de salaire futur sur la base du revenu net et non brut. Une demande de précision concernant les missions futures et l'organisation du temps de travail des salariés. Le 8 novembre, nous tenons un nouveau bureau élargi, dans lequel nous programmons notamment un inventaire et nous faisons un suivi et un vote sur les affaires courantes. Je reviendrai sur l'inventaire. Ouais, je vais revenir sur l'inventaire juste après. Ou tu avais des trucs à rajouter? Ouais. Non, juste parce que oui, ça peut paraître peut-être un peu sans transition oui. Entre la rencontre de l'équipe et puis après le bureau élargi où nous avons traité de l'inventaire. C'est surtout que suite on voit l'inexactitude des propositions qui ont été formulées par les salariés, il faut aussi savoir que l'activité continue de tourner à ce moment-là, que nous avons pris, nous, des engagements commerciaux avec des partenaires, avec des clients, avec des classes, avec des groupes, et qu'il nous faut les tenir. Et vous vous rendez bien compte, sur la lecture déjà de ces premières slides, que la densité d'activité supplémentaire du fait de cette reprise est manifeste, et que cette densité supplémentaire vient s'ajouter à une activité qui est d'habitude toujours très importante à cette période de l'année. Et que pendant toute cette période, les salariés, en fait, ont fait le dos rond, clairement, ont fait le dos rond pour encaisser à la fois ces inexactitudes et ces relations un peu confuses avec la collectivité, et que d'un autre côté, ils ont complètement assuré et assumé l'intégralité des engagements pris par l'association pour que l'ensemble des séjours et des prestations qu'on a pu commercialiser se tiennent dans les meilleures conditions. Et à ce titre, c'est pour ça en fait que nous avons pris le choix de prendre à notre charge du conseil juridique pour les salariés, parce qu'il nous paraissait inconcevable qu'ils perdent encore de l'énergie à devoir lutter pour chacune des lignes des propositions de contrat qui leur étaient faites au quotidien, alors qu'ils étaient encore en train d'exercer leur travail à ce moment-là, et qu'ils le sont encore aujourd'hui. Donc c'était important de le voir comme ça. Et ensuite, nous, dans nos relations à la collectivité, il nous était demandé un certain nombre de livrables sur lesquels il fallait que nous nous positionnons afin de garantir la pérennité de l'activité. Et évidemment, il y a à ce moment-là des questions de droit qui ont pu se poser, notamment sur la question de la transmission des données personnelles des salariés, sur la question de est-ce qu'on a le droit de transmettre un fichier client, est-ce qu'on a le droit de transmettre des informations financières, parce que l'association, elle existe toujours, elle ne disparaît pas, et nous sommes toujours garants, nous sommes tenus pour un certain nombre d'années de conserver et de pouvoir mettre à disposition, par exemple, des salariés des informations sur leurs précédents contrats, lorsqu'ils seront plus sous contrat avec nous. Donc on avait un certain nombre de responsabilités à ce niveau-là, et donc il nous fallait savoir aujourd'hui quel était le patrimoine de l'association, il nous fallait savoir quelle était la densité de ce patrimoine financier, matériel, immatériel, et l'ensemble des ressources pédagogiques qui composent l'ensemble des sites des langues. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu aussi contraint de travailler sur tous les fronts. Donc à la fois sur
sur le projet des Landes et l'exploitation du lieu, et à la fois sur la question des salariés. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce bureau pour programmer l'inventaire, parce qu'en fait il faisait aussi écho à une demande de la collectivité de transmettre, donc notre échéance est au 1er décembre, pour transmettre un inventaire qualifié à la collectivité. Et nous tiendrons évidemment ce délai. Donc le 16 novembre, le 16 novembre, on avait programmé un second temps, puisqu'on avait décidé de consacrer toute une partie de celle de la semaine précédente à l'inventaire. On n'a pas eu le temps d'aborder la préparation de cet AG, où nous comptions vous restituer l'ensemble des travaux et des échanges qui se sont tenus devant nous. Donc on tient un nouveau bureau, cette fois pour présenter, pour préparer cet AG. C'est également la date qui était posée comme échéance aux salariés pour rendre compte de leur décision d'accepter ou non les contrats avec Gustave Roussillon de communauté. Comme de nouvelles erreurs se sont glissées dans les documents et que des demandes ont dû être faites par Maître Cohen, nous avons dû demander un délai supplémentaire que nous avons obtenu pour le 22 novembre. Donc le 17 novembre, nous avions programmé l'inventaire, donc un travail que nous avons fait avec les administrateurs et l'équipe salariée, qui une nouvelle fois a pris de son temps de travail, bien sûr ils étaient rémunérés, mais ils ont pris sur le temps de travail normalement dévolu à l'animation du site et à l'accueil de groupe. Ils ont pris sur ce temps-là à nouveau pour participer avec nous du processus de reprise. Donc vous voyez qu'il a pris beaucoup de temps dans la ressource humaine de l'association et que ça n'est pas sans coût d'accorder nous du temps de nos salariés pour ce processus de reprise dont nous ne sommes absolument pas à l'origine. Et pour le directeur, évidemment, puisqu'il a été le tampon à la fois avec les salariés, le tampon avec les équipes techniques d'Gustave Roussillon de communauté, et parfois même avec les élus de la communauté en direct, puisque nous avons également des emplois à côté, et il ne nous a pas toujours été possible de nous libérer à chaque fois. Donc à ce titre, je salue à nouveau l'engagement sans faille de l'ensemble de l'équipe salariée, et notamment de son directeur. Et donc nous procédons à l'inventaire le 17 novembre. Et le 22 novembre, on arrive à l'échéance de réponse qui est offerte aux salariés. Donc au vu du déroulé, vous comprendrez un petit peu mieux les décisions qui nous ont été transmises. Nous avons d'abord Julien, qui avait manifesté plus rapidement que les autres son intention de ne pas poursuivre l'aventure des Landes, médiateur du patrimoine. Et puis le 22, nous recevons par courriel les réponses collectives de 6 de nos salariés, et non des moindres, puisqu'il s'agit là en fait des historiques de l'association qui font le choix de ne pas s'engager avec Gustave Roussillon de communauté, faute de projets, de perspectives et d'informations, compte tenu également du flou qui a été entretenu sur l'ensemble des négociations. Donc je vais les citer. Donc on a Claire Tardieu, qui était l'archéologue, enfin qui est toujours archéologue, et qui est archéologue pour nous, qui a été et qui est la coordinatrice du pôle patrimoine. C'était notamment grâce à son intervention que nous avions une confiance presque aveugle des architectes des bâtiments de France pour mener l'ensemble de nos activités sans que l'architecte des bâtiments de France ait besoin d'intervenir à chacune de nos interventions sur le terrain et des événements qu'on pouvait tenir. On a également Patricia, notre responsable administrative, cheville ouvrière incontournable, et qui soutenait également Mathias dans l'ensemble de tout ce process, et qui en a vu pas mal. Donc on perd également Patricia. Raphaël, qui était la coordinatrice du pôle nature, mais également la déléguée du personnel, qui n'a pas rechigné à donner de son temps pour participer à grand nombre de nos réunions, pour partager la parole des salariés et pour se faire leur voix. On a également Hilary qui s'occupait, elle, du pôle restauration. On a également Catherine, qui était à la tête du pôle hébergement et qui était finalement aussi le point de contact et d'entrée de l'ensemble de la clientèle qui pouvait venir, c'est-à-dire des écoles, des professeurs. C'est elle qui entretenait la relation de confiance avec l'ensemble des clients qui venaient en séjour sur le centre Les Landes. On a évidemment Nicole, qui était la conservatrice de la réserve naturelle et qui
qui en fait était également la garante auprès des partenaires financiers de l'État, du département, qui venait financer la réserve naturelle et qui en gros apportait toutes les garanties de la tenue du plan de gestion, parce qu'on prend un engagement sur une dizaine d'années quand on s'engage sur un plan de gestion, et c'était ça qui garantissait le label, notamment réserve naturelle régionale. Donc à cette date, il y a 7 salariés sur 15 qui ne renouvellent pas leur engagement sur le projet de Montneuf, à savoir qu'ils ne veulent pas rejoindre les équipes d'Oust-la-Brocéliande Communauté. Juste avant ça, c'est aussi important de préciser que le veilleur que nous avions, compte tenu de notre activité d'hébergement et qui devait être là la nuit, arrivé en fin de contrat et a suivi Oust-la-Brocéliande Communauté, mais sur un autre projet. En fait, il va rejoindre un autre service. Donc finalement, c'est une perte également pour le projet de Montneuf. Donc on se retrouve ici donc à 8 sur une équipe de 15 salariés. Et donc les dates qui vont suivre vont vraiment s'enchaîner. Je peux rajouter, pardon Vincent, aussi Iliane qui était en contrat d'apprentissage qui n'a pas souhaité aussi pour le passage. Et puis Sarah aussi qui donc on a également en CDD long. On a deux CDD finalement que nous n'avions pas renouvelés faute de perspectives nous concernant et qui ne revenaient pas à nous de pérenniser puisque nous n'avions pas de projet pour les salariés en 2024. Donc finalement on se retrouve à 11 salariés qui ne s'engagent pas avec Oust-la-Brocéliande Communauté. La procédure de licenciement va très vite. C'est-à-dire que la réponse est à donner pour le 22 novembre. Le 23 novembre matin, les salariés sont informés qu'ils seront notifiés de leur licenciement à compter de cette date, du 23 novembre. Et surtout, que cette notification leur sera faite par exploit d'huissier. Alors qu'un accusé de réception, un courrier avec accusé de réception aurait sûrement suffi et ménager un petit peu leur peine. Pour autant, on est interpellé par les salariés pour intervenir auprès des élus à ce moment-là, pour essayer de voir si un autre format était possible. Sachant que déjà préalablement, lorsque la direction des ressources humaines d'Oust-la-Brocéliande Communauté a présenté les scénarios et les modèles de licenciement, Mathias avait tout de suite, Mathias c'est notre directeur, avait tout de suite répondu de manière proactive que ce n'était clairement pas le meilleur modèle et a proposé que ce soit plutôt fait par un courrier avec accusé de réception. La collectivité a même été jusqu'à lui proposer de le remettre aux salariés en main propre, alors que lui-même était amené à faire un choix. C'est assez cocasse. Et donc, finalement, nous sommes toujours le 23 novembre, et les premiers salariés qui ne travaillaient pas ce jour-là reçoivent à leur domicile la visite d'un huissier. Donc nous sommes le lendemain de leur prise de décision. Pour ceux qui étaient au travail, évidemment, eh bien, ils retrouvent la notification dans leur boîte aux lettres. À nouveau, nous sommes le 23 novembre et la notification qui a été reçue par certains salariés nous est parvenue. Il est précisé que le préavis, du coup, entre en vigueur, non pas à partir du 1er janvier 2024 et de la reprise effective par Oust-la-Brocéliande Communauté, mais à partir de la notification du licenciement, qui a été faite le 23 novembre. C'est-à-dire que le préavis est du fait de l'employeur. Donc c'est-à-dire que, en gros, d'ici du 23 novembre jusqu'au 31 décembre, à ce moment-là, le salarié, il répond de l'association, qui est encore l'employeur. Donc ça veut dire que sur les 2 mois de préavis pour certains contrats, eh bien, les charges de préavis vont revenir à l'association pour 1 mois et 1 semaine, et que ce qui restera à charge d'Oust-la-Brocéliande Communauté en termes de financement du préavis est de 3 semaines. Donc, toujours sur ce 23, nous concluons la journée, vous l'imaginez, assez dense. Et nous projetons donc vers l'échange d'aujourd'hui, qui est le 28. Compte tenu des échanges, le week-end se passe, et évidemment, bien, chacun est amené à la réflexion. Et nous recevons un mail, hier, lundi 27, de Mathias, notre directeur, qui, compte tenu des circonstances, de l'impossibilité de dialoguer avec les services d'Oust-la-Brocéliande Communauté, du fait qu'il n'est pas entendu également par ses futurs collègues, et que, force est de constater que les élus n'ont pas également son écoute, eh bien, lui aussi décide de ne pas s'engager avec Oust-la-Brocéliande Communauté. Ce qui porte
à 12 salariés sur 15 le nombre de personnes qui ne s'engagent pas avec Gustave Roussillon Communauté. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28. Nous avons encore 3 personnes qui souhaitent poursuivre l'aventure des Landes avec le projet Gustave Roussillon Communauté. 5 puisqu'on a, je parlais quand je disais 15, on est en équivalent temps plein, on est plutôt sur 18. Donc aujourd'hui, on a compté tout à l'heure. 5 Il y en a 5 4 et demi. Donc aujourd'hui, vous comprenez bien que le sentiment qui nous anime, c'est un immense gâchis d'un projet humain et de territoire qui a mobilisé pendant une vingtaine d'années, qui, malgré parfois une gouvernance chahutée, on l'accorde, a toujours réussi à boucler ses budgets en bon père de famille, si j'ose dire, et qui a réussi à passer nombre de crises, notamment celle du Covid, et qui avait encore de belles perspectives devant elle. Donc maintenant, on va... Juste pour les dates à venir, puisqu'elles vont venir prochainement, on a parlé de l'inventaire. Nous allons l'envoyer à la communauté de communes pour le 1er décembre, comme il a été convenu, un inventaire chiffré. Et nous allons demander à la communauté de communes de nous répondre sur le souhait ou non de reprendre dans un lot unique le matériel de l'association avant le 10 décembre. Si jamais la communauté de communes refuse de reprendre ce matériel, donc les biens matériels et immatériels également, si jamais il y a un refus de la communauté de communes qui ne souhaite pas reprendre ce matériel, nous allons devoir vider les lieux. Et donc voilà, s'il y a des idées dans la salle par rapport à cela, nous les prendrons et nous ne manquerons pas de vous solliciter si jamais on venait à cette réponse de la communauté de communes. Pour l'instant, on n'a pas idée de leurs intentions sur ce point-là. Donc nous, on va leur transmettre en tout cas l'inventaire chiffré à la date convenue. Je crois que Catherine voulait... Ah oui. Oui, effectivement. Alors quand est notifié le licenciement, le préavis de licenciement, certains salariés font une petite recherche web Google simple et efficace et en fait trouvent déjà l'offre de leur emploi disponible en ligne sur Internet. Donc ce qui, à nouveau, ajoute un petit peu plus à, on va dire... De façon très très détaillée. Ah oui, c'est ça. Et l'offre est absolument d'un détail immense. Pour un peu, on pourrait presque croire qu'ils ont repris les fiches de poste qu'on avait transmises et qu'on a lutté pendant des mois pour qu'elles soient reprises et pour lesquelles les salariés ont dû lutter ligne après ligne pour chaque modification. Au moment où sont publiées les offres d'emploi, eh bien là, elles sont d'un détail absolu et on pourrait effectivement croire que les fiches de poste ont été reprises. Et ça peut nous laisser penser, voilà, chacun interprétera comme il le voudra, à des actions délibérées pour décourager les salariés de rester dans l'association. Ils ont dû lutter pour avoir des fiches de poste précises et là, 2 jours après leur annonce de départ de l'association, ils trouvent une offre tout à fait détaillée en ligne. Le jour même, quand on sera ici en train de discuter, on retrouve le lendemain, pardon, le 24, je crois, quand on sera ici en train de discuter, on ne retrouvera pas l'offre sur emploi territorial, mais on la retrouvera sur Pôle emploi. Donc on n'a pas plus de détails sur le lancement de ces recrutements pour lesquels il n'y avait pas eu de consultation préalable. Pour information objective et après information prise auprès de l'OBC, il s'agit d'un autre poste qu'un des postes au sein de l'association. Voilà. Réponse donnée aujourd'hui. Parce qu'on l'a d'abord trouvé à Monteneuf et ensuite on l'a retrouvé localisé à Maëlystroit. Bon, voilà. Donc, ça va vite, hein, vous voyez bien que c'est des dates qui sont très proches d'aujourd'hui. Donc nous, on a essayé de comprendre et de tirer au clair, mais après, c'est libre à interprétation de chacun. On est là pour, voilà. Les faits, en tout cas, sont ceux-là. Après, voilà. Et donc voilà pour cette phase historique. Et du coup, Angela, est-ce que tu veux introduire notre recours au conseil juridique? Bien, vous avez déjà dit une bonne partie des raisons pour lesquelles
on a fait le choix de demander conseil à d'abord Maître Camille Créeux et ensuite Maître Coadon, Julie Coadon, et les échéances où c'est intervenu. Donc on voit d'abord que c'est en lien avec le questionnement qu'on se posait par rapport à un recours potentiel vis-à-vis de la décision de reprise en régie directe, puisque c'était la mission qui nous était confiée par l'AG, comme ça en fait, bon. Et donc là-dessus, je vais demander à Maître Créeux de nous expliquer un peu les conseils qu'elle nous a apportés, les désillusions que vous avez apportées également, comme ça, en fait, puisque en fait vous nous avez exprimé que en fait il n'était pas possible de porter un recours, mais que à l'instant même, mais que c'était possible à l'avenir. Et en fait, ensuite, Maître Coadon, vous interviendrez pour rendre compte de la mission qu'on vous a confiée vis-à-vis des salariés. Et je précise que l'idée que nous avions, c'était véritablement que vous soyez tout à fait libre dans vos échanges. Comme ça, en fait, et nous ne sommes pas du tout intervenus dans ces choses-là. Je précise que l'une comme l'autre, vous êtes en lien avec d'autres avocats, en fait les avocats de la partie adverse, que vos métiers sont tenus par le secret professionnel sur certains éléments, et qu'il y a une partie des choses que vous ne pouvez pas forcément nous dire, puisque vous êtes en négociation encore. Alors je vous propose de prendre la parole. Est-ce que vous voulez? Alors déjà, commencer par la contestation de la décision de résiliation qui est intervenue pour une mémoire du 3 juillet, si je ne me trompe pas. Alors en effet, moi j'ai été mandatée au fin d'assister à la collectivité pour étudier l'opportunité qui visait à contester cette décision. Alors malheureusement, la motivation pour intérêt général, c'est une prérogative de puissance publique, en gros pour résumer, qui est difficile à contester puisque c'est un motif imparable, si vous voulez. Quand bien même, en l'occurrence, il y avait dans les conventions qui liaient l'association AOBC des stipulations, il fallait les respecter donc, pour dénoncer la convention. Et quand vous prévalez l'intérêt général, toutes les règles procédurales, en fait, leur non-respect ne peut même pas être invoqué finalement. On s'attache à apprécier le motif qui est avancé par la collectivité. Donc là, on a en effet une motivation qui n'est pas motivée, justement, il n'y a rien du tout, une reprise en régie, point barre. L'examen auquel je me suis livrée de la jurisprudence, en l'occurrence, fait part, donc la motivation pour intérêt général, généralement c'est peine perdue de contester ça, parce que ça peut être des motifs assurément vastes, ça peut être aussi pour rendre une activité plus attractive, des considérations économiques, ça peut être pour la volonté de poursuivre une politique touristique dans d'autres conditions. Bref, la personne publique, vous l'aurez compris, n'a pas évidemment une motivation particulière à avancer. Il se trouve aussi, alors je ne vais pas rentrer dans un tour de contentieux, mais que lorsque vous contestez une décision de résiliation, vous êtes obligé, dans ce cas d'espèce, d'intervenir dans un délai de 2 mois, mais directement devant le tribunal. Et vous l'avez compris depuis le départ, l'idée c'est quand même d'entamer une discussion, ça se passe bien, il y avait donc un aspect aussi de gestion du personnel. L'idée c'était pas de partir tête baissée devant le tribunal administratif de Rennes pour tendre donc les relations entre les salariés dont le transfert devait impérativement être évoqué. Parce que comme je vous dis, on ne pouvait pas contester la résiliation. Donc la prudence a été donc, de conseiller l'association sur cet aspect et ne pas s'enliser dans un contentieux. Donc en dépit de ma profession, je ne pousse pas à introduire de fait des recours immédiatement, quand bien même cette décision, je comprends, préjudicie et fortement regrettable. D'autant plus qu'il aurait été préférable, au vu du contexte qui vous a été restitué, de connaître vraiment les motivations et puis des garanties quant à la poursuite de l'activité qui aujourd'hui donc vous réunit tous, et ce que j'ai compris depuis une bonne vingtaine d'années aussi. Donc voilà, alors le conseil était de ne pas partir au contentieux. Donc à côté de ça, donc, si vous ne contestez pas la décision de résiliation, en revanche, celle-ci vous crée un préjudice. Et en l'occurrence, le préjudice, il est évidemment moral. Ça, on est en train d'établir, évidemment. C'est une atteinte en quelque sorte à la réputation de l'association. C'est quand même jeter un peu de discrédit sur l'activité qu'elle poursuit depuis donc, un certain nombre d'années.
et ça peut aussi évidemment générer un préjudice financier. Donc il y a tout l'aspect de la question salariale qui est traité par ma consoeur Julie, mais il se trouve, donc, comme vous avez pu l'évoquer, il y a aussi tout le matériel aujourd'hui, donc il y a eu des investissements qui ont été réalisés par l'association, donc toutes les études sont en cours, et voilà, donc moi je suis en charge d'assister donc l'association sur cet aspect. La voie la plus sage aujourd'hui, c'est qu'en fait vous pouvez présenter une demande indemnitaire dans un délai de 4 ans à compter de la décision de résiliation. Sauf que la voie privilégiée aujourd'hui, c'est par la voie d'un protocole. Donc, à l'occasion d'échanges confidentiels avec le conseil d'OBC, on va négocier en gros la somme à laquelle peut légitimement prétendre l'association. Donc, pour la réparation de son préjudice, donc déjà matériel, et puis la réparation de son préjudice moral. Donc, vous l'aurez compris, l'inventaire est long et fastidieux, et j'apprends donc il faudra peut-être qu'on rééchange à ce sujet, donc vous êtes tenu de l'apporter pour le 1er décembre, mais ce serait peut-être bien qu'on échange rapidement en amont. Donc avant vendredi, si possible, puisqu'il faut qu'on harmonise nos violons, qu'on attende nos violons, pour qu'on sache aussi comment répondre à ma consoeur aussi sur cet aspect. En tout cas, à ce stade-là, les discussions entre conseils sont à privilégier parce que nous, on n'a pas cette sensibilité qui est la vôtre. On n'est pas membre de l'association. On comprend évidemment que c'est compliqué pour vous tous. Nous, on a le recul qui nous permet d'engager sereinement les discussions. Et le but, c'est que tout le monde ressorte un petit peu, enfin, surtout l'association, puisque je suis votre conseil, gagnant de ces négociations. Donc voilà le point, en tout cas, de mon côté. Donc pas de recours contentieux pour enviser et essayer de sortir la tête haute de ces négociations, j'espère assez rapidement, du délai qui vous est aujourd'hui en partie. Bonjour, alors moi Julie Coadon, je suis avocate en fonction publique et comme vous l'avez entendu, j'ai été amenée à intervenir pour accompagner les salariés de l'association sur le transfert, la proposition de transfert de contrat, puisque dans le cadre de ce type de reprise d'activité, il y a pour la collectivité une obligation de proposer à tous les salariés de l'association la reprise de leur contrat pour qu'ils puissent éventuellement, s'ils le souhaitent, continuer à travailler dans le cadre de la reprise d'activité par l'OBC. Alors, mon intervention a été faite en plusieurs fois. La première étape a été de venir ici dans les locaux de l'association pour rencontrer les salariés qui étaient présents et faire au départ une présentation de ce que représentait le dispositif légal du transfert de contrat et essayer d'expliquer aux salariés ce que ça voulait dire concrètement qui pouvait être repris par l'association, par la collectivité, pardon, quelles étaient les choses auxquelles ils devaient faire attention et quelles étaient éventuellement les marges de négociation qu'ils pouvaient avoir avec la collectivité. Suite à cette réunion, il y a eu des revendications collectives des salariés. Pour tous les salariés, il y avait des difficultés dans les contrats, notamment, comme vous l'avez entendu, des imprécisions très claires sur les missions qui étaient proposées par OBC pour les salariés, des questions en termes d'organisation de travail, des questions en termes de rémunération. Donc j'ai commencé par faire un courrier à la direction d'OBC pour essayer de faire préciser ces choses-là. Suite à ça, OBC a pris un conseil, a pris un avocat à Rennes et nous avons pu continuer à discuter avec tous les salariés qui le souhaitaient par voie confidentielle avec cet avocat-là. Donc dans un second temps, mon intervention pour les salariés qui le souhaitaient, et ça a concerné 9 des salariés de l'association, j'ai pu échanger avec chacun d'entre eux sur les conditions personnelles propres à chacun des salariés relatifs à leur contrat et à la proposition de contrat qui était faite. Et on a essayé avec l'avocate de l'OBC de se mettre d'accord et d'essayer d'apporter des éléments de réponse aux salariés. Alors, sur certaines des revendications, nous avons pu obtenir gain de cause, notamment sur la question de la rémunération brute et non nette qui devait être reprise. Sur d'autres points, en revanche, nous n'avons pas pu obtenir gain de cause par rapport à ce qui était demandé. Alors, sans entrer dans les détails, parce que moi je suis l'avocate des salariés et comme l'a rappelé M. Madeleine, je suis soumise au secret professionnel, je ne vais pas pouvoir faire état des négociations qui ont eu lieu. Mais mon sentiment est que OBC a accepté de revoir les clauses qu'il devait revoir parce que juridiquement elles n'étaient pas tenables.
Mais sur le reste, malheureusement, nous n'avons pas réussi à négocier grand-chose. Et clairement, on peut dire que OBC a vraiment, contrairement à sa position qui était de dire on va négocier les choses, il n'y a pas eu un cadre stationné dans les négociations, et hormis ce qu'il ne pouvait pas refuser, le reste n'a pas pu être véritablement obtenu par les salariés, ça c'est une vérité. Et ça amène aussi effectivement à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, que très peu de salariés ont finalement accepté la proposition de reprise de leur contrat. Aujourd'hui avec OBC, donc, il y a des licenciements qui vont se faire, qui sont déjà en cours, puisque en tant que futur employeur, il a la possibilité déjà d'organiser le licenciement de ses salariés pour qu'il soit effectif au 1er janvier prochain. Il y a des questions qui se posent à ce niveau-là, sur la procédure, sur les indemnités, comme vous l'avez vu, qui sont encore en discussion et avec lesquelles il faudra que je puisse discuter avec les salariés qui le souhaitent. Et si l'association souhaite effectivement que je poursuive mon intervention à ce niveau-là, il y a encore des questions qui se posent et ce n'est pas complètement réglé. Voilà ce que je peux vous dire sur l'état de la situation au niveau des relations humaines. Est-ce qu'on peut exprimer que ce qui vous avait été transmis par M. Lelièvre, notamment au moment du dernier CA, c'est que, et ça avait été exprimé aussi à d'autres occasions, c'est que les conséquences de la non-reconduction du contrat, en fait, c'est entièrement prise en charge par OBC, en fait. Bon, alors que la situation dans laquelle on se trouve est assez différente. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension de notre part? Je pense que, en fait, effectivement, c'est OBC qui, à la reprise, devient l'employeur et c'est lui qui licencie. Donc, en termes d'indemnité de licenciement, c'est OBC qui prendra en charge, c'est complètement certain. La question que vous posiez tout à l'heure, c'est la question de l'indemnité de préavis. Alors l'indemnité de préavis, en fait, elle n'existe pas. Quand on licencie quelqu'un, dans les contrats, on a un préavis. C'est-à-dire que l'employeur, quand il veut licencier, doit normalement prévenir le salarié un certain délai avant. Normalement, le préavis doit être respecté. S'il n'est pas respecté, à ce moment-là, il y a une indemnité. Cette indemnité est due par l'employeur. En l'occurrence, dans les cas qui se posent aujourd'hui, OBC a présenté, donc notifié le licenciement aux salariés qui ne souhaitaient pas avoir reconduit leur contrat. Certains de ces salariés ont 2 mois de préavis, donc clairement, le préavis ne sera pas respecté jusqu'au bout, puisqu'on n'est pas à 2 mois du 1er janvier. Donc pour ces salariés-là, qui n'auront pas l'intégralité de leur préavis qui sera respecté, il y aura une indemnité pour non-respect du préavis pour la période restante à courir qui sera prise en charge par OBC. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça sera juste. D'accord. Il y a les indemnités de congés payés qui seront à discuter, mais les indemnités de congés payés, si c'est l'employeur, à mon sens, qui va les verser au départ, donc OBC, pourra vous être redemandé, puisque ce sont des congés payés qui ont eu lieu et qui se sont mis en place pendant la période d'activité des salariés de l'association. Il y a des interactions qu'on a pu avoir au quotidien, que ce soit avec les salariés, avec les administrateurs, avec les équipes, toute la procédure de communauté et ses élus. Et donc, maintenant, on va quitter un petit peu le factuel et rentrer davantage dans l'humain. Donc, on a proposé d'abord à nos administrateurs, notamment ceux qui nous ont rejoints au pied levé le 22 juin dernier, de nous faire part de l'expérience qu'ils ont vécue, puisqu'ils ont clairement été pleinement et intégralement intégrés et ils ont été pris un peu dans un tourbillon à nos côtés. Donc on leur a proposé de prendre quelques minutes pour se présenter et nous faire un petit retour d'expérience. Et puis après, on enchaînera sur un mot de l'équipe salariée. Et ensuite, place aux échanges, ce sera à vous la parole. Qui veut se lancer? Moi, bien connu fille, donc intervenant pour que je nouvelle administrateur, en fait. C'est la première année que je suis administrateur. Donc l'élan, je le connais depuis longtemps, parce que je fais partie du cycle Floride enseignant, donc j'ai été pendant plusieurs années. J'ai assisté aux AG, en fait. Pardon, j'ai assisté aux AG du
Centre des langues depuis plusieurs années. Le CPE pour les enseignants a été souvent partenaire dans les activités, dans les actions, les échanges, les animateurs, le travail en partenariat. Alors mon engagement l'année dernière, en fait, c'est aussi le résultant de l'AG précédent, je vais quand même revenir là-dessus, qui a été quand même un choc énorme pour moi. Où, en fait, je me souviens, on a voté tout le rapport moral, le rapport financier, le rapport d'activité. Tout était clean, tout était parfait, à l'unanimité. Et pof, bingo après, il y a eu l'intervention d'une personne nous disant que l'association était exempte, que rien n'allait, que un truc pas délirant par rapport à ce qu'on avait vécu. Voilà. Également, autre chose, c'est qu'on avait ces personnes s'opposaient parce que l'équipe salariée, puisqu'on a parlé au CA, au nom de je ne sais quoi. J'ai jamais vu ça dans un mouvement associatif, en fait, qu'on puisse interdire la parole du salarié. J'ai senti vraiment un malaise de la part des salariés à ce moment-là. Et donc, certaines personnes sont rentrées dans le CA. Moi, j'ai pas souhaité le faire parce que j'avais d'autres engagements. Et puis, je m'étais dit, ben voilà, un peu l'intérêt, c'est bon. Et puis, nous, l'année d'après, il se passe ce qui s'est passé. En fait, on nous annonce reprise en régie directe, sans aucune, encore une fois, explication, un détail sur ce qui pouvait motiver cette volonté de reprendre en régie. On n'a toujours pas la réponse, en fait. Donc ça, c'est quand même absolument dramatique. Et puis depuis, ben voilà, on gère ça au quotidien, un sentiment de gâchis, de colère, ce besoin de s'investir pour ne pas laisser faire, en fait, ne pas accepter cette situation qui est assez unique. Et voilà, donc je voulais juste témoigner de ça, en fait. Il y a quand même beaucoup d'émotions de notre part. Ça demande un investissement, c'est beaucoup de boulot, on y va, c'est très facile, l'inventaire c'est pas passionnant. Maintenant, en tous les cas, ce qui nous motive, je pense que tous les membres du CA actuellement, c'est effectivement quel va être le projet associatif après. Et que l'association des langues va continuer. Ça n'a certainement pas une amie d'humanisme, que ce soit. Ça est hors de question, ça c'est un délire début. Mais cette association va exister, va continuer à exister, va avoir un projet qu'on va co-construire. Ça c'est super important. Je reste là. Alors, comme je l'écris, parce que je voulais pas oublier le truc. Pour faire un petit retour sur moi, j'ai fait le choix de venir vivre à Nantes il y a maintenant plus de 2 ans. Donc, je suis pas montpelliéraine de souche, ce qui m'a été reproché dans nos différents échanges au sujet de la situation. Mais ça ne m'empêche pas d'être attachée à ce territoire et de m'investir au quotidien. Vraiment au quotidien ces derniers temps. J'ai rejoint l'association Les Langues dans un contexte très particulier, donc à l'occasion de l'AG 2021 qui vient d'être mentionné par Pierre, donc je ne peux pas revenir sur ce qui s'y était dit. Donc l'accueil au sein de l'association il a été tout à fait particulier, mais j'ai quand même fait ce choix et je crois profondément dans les valeurs et les intentions de l'association, si c'est du lien culturel et environnemental entre les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et c'est ça qui m'a motivée à m'y investir dans une situation de défiance et on peut dire de maltraitance entre l'ancien bureau et l'équipe salariée. J'étais sans doute un peu naïve et j'avais à cœur d'apporter mon énergie à cette association pour contribuer à ses missions dans toute leur richesse. Malheureusement, mon implication au début, elle a dû s'imiter à des joutes verbales dans le cadre d'échanges constamment défiants et sous la menace d'une reprise en régie directe de l'association. Les CA laissaient peu de place aux échanges sur les activités, ce qui était ma motivation première à rejoindre l'association. Et le temps a filé et on s'est retrouvés en AG en juin de cette année. Cette AG, elle m'a apporté, elle m'a à la fois beaucoup plu par la mobilisation citoyenne qu'elle a générée. Elle a montré l'utilité indéniable du travail qui était mené au sein de l'association des langues par une équipe salariée plus que compétente. Et cette AG, elle m'a en même temps déçue par l'incompréhension de son objet par les élus du territoire. Et on aurait pu vivre un beau moment d'échange qui a été balayé d'un jeté de micro. Suite à cette AG, je suis devenue coprésidente de l'association. On a fait ce choix en CA en discutant sur le vif. On a cherché en CA comment maintenir un dialogue avec la communauté de communes. Et Vincent et moi, il se trouve qu'on n'était pas trop étiquetés.
Et donc on était a priori au sein du CA les plus à même de pouvoir porter cette voie du dialogue et de maintenir l'échange avec OBC. Donc voilà, j'ai accepté ce rôle. J'ai depuis cette AG cherché à défendre au mieux les missions de l'association, l'équipe salariée et à ouvrir du dialogue avec la communauté de communes en compagnie des autres membres du CA. Le tracé des faits qu'on vient de vous raconter vous montre qu'on n'a sans doute pas atteint nos objectifs, mais en tout cas on a fait de notre mieux et on y a consacré beaucoup de temps et d'énergie. On a fait face à une communauté de communes obstinée à détruire un long travail porté par des personnes aujourd'hui contraintes de quitter une association à laquelle elles ont consacré de nombreuses années de travail. Au nom de quoi ? J'ai pas la réponse. Dans un monde dans lequel nous atteignons les limites planétaires, effondrement de la biodiversité, destruction du cycle de l'eau douce, déforestation, changement climatique, les mots ne me viennent pas pour décrire mon sentiment face à la destruction du travail mené par l'association Les Mondes. Je suis triste, en colère, écœurée et fatiguée. Et émue. Je suis fatiguée d'avoir dû consacrer toute cette énergie à lutter, alors que j'aurais préféré la consacrer à faire grandir ce projet. Habitantes et habitants de ce territoire, nous devrions faire des objets de l'association nos priorités pour transmettre aux générations à venir un espace préservé, riche de biodiversité, de découverte et d'apprentissage. Il semble que les élus de la communauté de communes ne partagent pas ce souhait. Ils veulent prioriser une politique touristique agressive, sans avoir à s'embêter avec des citoyens impliqués qui pourraient ralentir leurs décisions, sans avoir à s'embêter non plus avec une équipe de salariés impliqués et profondément portés par ce projet. J'espère que nous pourrons reconstruire ensemble un nouveau projet pour notre association en mobilisant toutes nos énergies, car l'urgence à agir, elle est là. Merci à vous d'être présents ce soir et de vous mobiliser pour ces missions. Merci du fond du cœur à l'équipe salariée pour tout le travail mené dont je ne perçois encore aujourd'hui qu'une infime partie. Je partage votre colère face aux maltraitances subies et j'espère avoir pu contribuer à porter votre voix. Merci aux membres du CA avec qui nous n'avons pas laissé tomber. Nous montrons ce soir que nous avons fait tout notre possible. C'est sans doute pas idéal, mais on n'a pas baissé les bras ensemble. Donc merci. Je suis un peu... je trouve incroyable que cet intérêt général, en fait, on ne comprend pas ce qu'il représente, on ne comprend pas du tout ce qu'il est, et on a l'impression que c'est plutôt l'intérêt de quelques-uns, et ça, c'est absolument désolant. Voilà, c'est cool. Je souscris à tout ce qu'il dit, accessible. Je me retrouve dans tous les témoignages qui ont pu être faits par les collègues du conseil d'administration et du bureau élargi, surtout d'ailleurs, puisque nos représentants élus du conseil d'administration ne sont pas là ce soir. C'est un peu à l'image de ce qu'on vit maintenant depuis presque 6 mois, c'est-à-dire l'incapacité de nos élus à pouvoir discuter avec nous en tenant compte de la dimension humaine qui se joue dans leurs décisions, qui sont de plus en plus gestionnaires, au service d'un intérêt qui effectivement vient largement interroger la dimension du général. Moi, je trouve que, en tant que représentant du CA pour le pôle de l'économie sociale et solidaire, mon rôle, c'est de participer en se disant que c'est toujours possible, en fait, de continuer à discuter, de trouver des compromis. Et je pense qu'il y a vraiment eu une situation de braquage et de blocage qui n'est pas du tout de notre responsabilité. On est face aujourd'hui à des personnes qui ont des postures de principe, qui ont décidé qu'ils ne rencontreraient pas une certaine population sur laquelle ils ont mis une étiquette, qui est ce ne sont pas des enfants du pays, ce ne sont pas des personnes qui sont en train d'œuvrer pour pouvoir vivre avec nous en respectant nos traditions. Il y a une espèce de logique, et je pense que ce qui se passe au niveau des Landes est le reflet ou l'image de cette tension grandissante, malheureuse, entre des personnes qui viennent vivre ici parce qu'ils se retrouvent dans la culture du vivre ensemble qui les a amenés à venir vivre là, cette ruralité qui les intéresse, et qu'aujourd'hui on a un accusé de non-recevoir au nom d'étiquettes qui sont d'un ridicule à toute épreuve et qui ne servent que la dégradation de la vie quotidienne des gens et des relations entre des personnes qui sont largement capables de vivre en bon voisinage,
en ayant une vision commune d'un territoire qui ne sera pas raisonné et raisonnable, mais qui sera bien respectueux de l'environnement humain et écologique de l'endroit où nous vivons. Et je pense que quand on porte cette voix-là, on porte la voix de vos grands-parents, on porte la voix de ces paysans qui ont fait ici un territoire dans lequel on respectait, à mon avis, beaucoup plus que ce qu'est personne qui se réclame aujourd'hui enfant du pays et qui dirige cette collectivité juste comme une entreprise capitaliste libérale de merde. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ce ne sont pas des personnes qui savent ce que c'est le fait associatif. Ils ne savent pas ce que ça veut dire être désintéressé. Ce n'est pas vrai. Ici, vous avez des personnes qui sont désintéressées. On ne s'enrichit pas et on ne cherche pas à pouvoir faire bénéficier notre propre intérêt d'un point de vue politique sur notre territoire. Nous sommes engagés associativement. Nous ne nous enrichissons pas ici, comme l'ensemble des salariés de cette association qui œuvre en faisant un travail exemplaire, reconnu partout, sauf par les habitants du territoire, à commencer par les gens de Monteneuf. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Donc oui, moi je suis motivé pour rien lâcher, ça c'est sûr. Et je suis motivé pour habiter ici parce que je m'y plais. Et que j'ai envie d'habiter avec les gens du territoire, ceux qui sont là depuis longtemps ou ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Merci monsieur. Je vais parler dans un premier temps pour moi, et ça fera lien puisque derrière les salariés m'ont demandé de procéder à la lecture de leurs mots parce que je ne se sentais pas de les porter compte tenu du contexte devant vous. Donc d'abord, me concernant, ça fera lien. Moi, mon expérience avec les Landes, je veux en fait vous partager plutôt mon parcours et ce qui m'a amené ici. Et ça fera sûrement écho à beaucoup de choses, et notamment avec l'équipe salariée, ça fera lien. Donc moi, je suis arrivé dans le projet des Landes en 2016. J'étais un étudiant qui cherchait son alternance pour grandir et apprendre. Et j'ai énormément appris au sein des Landes. Tant et si bien que, une fois que j'ai eu la possibilité d'évoluer dans cette association, eh bien, j'y suis resté. J'ai souhaité d'abord m'investir comme bénévole, donc j'ai adhéré. Et puis au gré de cette adhésion, eh bien, j'ai fini par être amené à travailler une saison d'été comme médiateur du patrimoine. Puis après, j'ai enchaîné sur un remplacement de congé maternité. Donc je fais également partie de ces anciens salariés, donc je me retrouve beaucoup parmi eux. Et derrière ça, eh bien, j'ai été amené vers d'autres horizons professionnels, mais pour autant, je ne me voyais pas laisser ce projet qui m'a énormément marqué derrière moi. Donc j'ai fait le choix d'adhérer à nouveau, après cette période salariée transition. Et après un an, il y a une AG, on procède à des élections et puis on me propose de rejoindre le conseil d'administration. Donc j'accepte et propose ma candidature. J'y adhère du coup en 2019 et participe autant que qu'il m'est possible de le faire parce que je ne suis pas tout à fait du coin, je fais partie de ces nouveaux arrivants puisque j'habite à Rennes. Et à partir de là, eh bien, on commence à avoir des échanges de plus en plus nourris avec Oustabrocéan Communauté, ou plutôt, si j'ose dire, avec les techniciens d'Oustabrocéan Communauté, parce que nous sommes encore sur la précédente équipe, les élections sont en 2020, nous sommes en 2019. Et alors, les équipes techniciennes prennent l'initiative, à ce moment-là, de parler de régie ou de... Nous arrivons à la fin de la convention, donc nous allons peut-être proposer une mise en concurrence avec une délégation de services publics. La subvention que reçoit l'association est trop importante. Il va falloir soit qu'on la révise, soit qu'on revoie le modèle de collaboration avec l'association. Donc on l'entend, on propose alors de réécrire notre projet associatif. Malheureusement, le Covid arrive. Pour autant, on ne baisse pas les bras.
on poursuit l'écriture de ce projet associatif. Je me souviens encore de la première réunion de lancement, on était dans la salle de pause des salariés, on était avec Daniel à ce moment-là, et un petit groupe resserré, on était en train de programmer comment est-ce qu'on allait solliciter les adhérents, comment est-ce qu'on allait faire participer les salariés, comment est-ce qu'on allait à un moment donné faire participer les habitants de l'écriture de ce projet. On a réussi à mener une concertation, on a demandé l'avis à chacun. On a demandé, pour vous les Landes, c'est quoi? Pour vous les Landes, demain, ça peut être quoi? Vous aspirez à quoi? Et on a écrit ensemble ce projet associatif. Armel a finalisé l'écriture de ce projet associatif. Il a ensuite mené les discussions avec Gustave Roussillon de Communauté pour amender, pour essayer de coller au plus près de leurs exigences. On aboutit à un document qui nous allait, qui leur allait. On le propose au conseil d'administration de l'association, après avis consultatif auprès des services d'OBC, de leurs techniciens qui ont initié ce processus. On le valide à l'unanimité. On se dit, chouette, on continue. On continue. Et après ça, revient une nouvelle équipe communautaire, un nouveau représentant de Gustave Roussillon de Communauté, et on nous refait la petite musique de la reprise en régie. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, au sein du conseil d'administration, les discours sont dissonants. On est d'accord sur le projet, mais on n'est pas d'accord sur le modèle pour le mener. On n'est pas d'accord sur la gouvernance pour conduire ce projet. Donc on arrive à l'AG de 2021, où effectivement, on valide, le projet associatif a été validé, présenté, on intègre de nouveaux administrateurs, mais on n'est pas d'accord sur le modèle de gouvernance, comment est-ce qu'on travaille avec les salariés, comment est-ce qu'on travaille sur le territoire, comment est-ce qu'on fait participer l'initiative citoyenne de ce projet. On n'est pas d'accord, mais comme dans toute institution, comme dans toute entreprise, on a toujours des voix dissonantes, ici et là, c'est normal, et à chaque fois, on finit souvent par aboutir à un consensus. Donc comme on le dit, on arrive après cet AG, au premier CA qui suit. Donc on est, je crois, en septembre ou en octobre. Et en septembre ou en octobre, eh bien, on doit élire notre bureau qui doit porter ce projet associatif validé unanimement et également validé par le conseil communautaire. Marc, qui à ce moment-là se retrouve en position minoritaire dans sa méthode, il est alors président. Sa méthode de gouvernance ne semble pas plaire à une majorité du CA, donc fait le choix de ne pas se présenter. On se doute alors, on présume alors que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce modèle vont prendre la tête de l'association et mener le projet que nous avons validé. C'est comme dans toute démocratie, la majorité l'emporte et nous y plierons, tout simplement. Et donc, on arrive à la fin de ce bureau et personne ne se présente. Personne ne se présente, alors du coup, on décide de reporter. On reporte alors ce conseil d'administration, ajournons ainsi toutes les questions d'actualité et notamment le processus de revalorisation salariale des salariés. Donc, puisqu'il n'y a personne pour acter de cette décision. Donc, on reconduit en novembre et du coup, dans l'éventualité où personne ne se présente, eh bien, nous décidons de nous mobiliser et de nous dire comment est-ce qu'on peut permettre à Marc de revenir avec nous dans la danse, parce que c'est lui qui connaît mieux la boutique. Comment est-ce qu'on le fait se remettre autour de la table? Donc nous, on lui dit, voilà, nous, on est engagés par ailleurs, mais on veut y aller, on veut que tu te représentes, on veut que tu y ailles, et on sera à tes côtés. On va y aller de manière collégiale. À ce moment-là, nous sommes 5, et à ce CA de novembre, nous proposons nos 5 candidatures à la coprésidence de l'association. Le modèle collégial n'est pas nouveau. C'est le modèle suisse, confédéral, c'est le modèle républicain qui a souscrit, notamment de l'Empire romain, qui était gouverné par un Sénat. Bref.
On nous dit que c'est un modèle complètement singulier, atypique, que ça ne tient pas, que c'est pas possible. Donc on procède au vote, mais pas au vote de la manière dont il aurait pu être possible par les statuts. Et du coup, eh bien, face à notre candidature, eh bien, des candidatures se présentent également, puisque eux aussi, ceux qui n'étaient pas d'accord avec notre modèle de gouvernance, eh bien, ont également cheminé et proposé leur candidature. Et nous étions de toute façon toujours prêts à collaborer. Donc évidemment, nous étions minoritaires, donc nous ne sommes pas élus, notre proposition de gouvernance collégiale n'est pas retenue, et une coprésidence se met en place, voilà, comme dans toute démocratie, voilà, il n'y a pas de problème, et nous avançons. Et finalement, c'est par le biais de bouche à oreille qu'au cours du premier trimestre 2023, nous apprenons que Oustave Brocéliande Communauté va effectivement solliciter la reprise en régie de l'ensemble des activités. Donc nous sommes, des administrateurs, évidemment, le bureau a la majorité, donc chaque vote, entre guillemets, pour lui est une affaire courante. Donc ils sont sûrs que tout passe, puisque nous sommes minoritaires. Mais pour autant, ils décident de ne pas nous solliciter, ou alors de nous solliciter une semaine avant l'Assemblée Générale du mois de juin. Donc évidemment, dans ce laps de temps, nous avons pris la liberté de mobiliser l'initiative citoyenne du territoire. Et c'est à ce moment-là que nous sommes retrouvés ici. Donc en fait, mon parcours, en fait, il pourrait être celui de n'importe quel salarié, tant il est en fait le témoignage d'un projet qui prend aux tripes, d'un projet qui mobilise, et qui fait que sa réussite ne repose pas sur des temps de travail de 35 heures. Il ne repose pas sur des semaines de 5 jours. On a bien conscience que l'ensemble de l'équipe salariée est allé bien au-delà, mais alors bien au-delà de ses prérogatives, que ces heures, elle ne les a pas comptées à aucun moment, et que la réussite de ce projet passait évidemment par elle, et par l'investissement des bénévoles, mais surtout par elle. Et donc à partir de là, eh bien, ce que je peux juste dire maintenant, c'est les Landes, c'était un projet, si on retient quelques indicateurs, une équipe de 15 salariés, un site géré et reconnu par un ensemble de partenaires institutionnels, collectivités, clients, et qui générait un chiffre d'affaires pour un budget global de près de 850 000 €, demandant à la collectivité d'Oustave Brocéliande une subvention annuelle proche des 140 000 €, sachant également que nous versions un loyer pour le bâtiment d'un peu plus d'une dizaine de milliers d'euros. Eh bien aujourd'hui, retenez bien ces indicateurs. Parce que demain, quel coût pour la collectivité sera-t-il toujours de ces quelques 140 000 € par an? Est-ce qu'il y aura toujours 15 emplois sur la commune de Monteneuf? Et est-ce que le site, la réserve naturelle, les menhirs seront toujours préservés comme ils le sont aujourd'hui et reconnus pour leur excellence parmi l'ensemble des institutionnels de référence dans ces filières? Aujourd'hui, j'ai juste envie de finir par, c'est un énorme gâchis. Et je suis juste dégoûté. Je suis juste dégoûté, mais retenez ces chiffres. 15 emplois salariés sur une commune de 600 habitants, 850 000 € de budget, ne nécessitant une subvention de sa collectivité de tutelle que de moins de 150 000 €. Un autofinancement de près de 60%. Pour ceux qui sont dans la gestion d'entreprise, ils doivent savoir ce que ça veut dire. Ceux qui connaissent le secteur culturel, le secteur de l'environnement savent ce que ça veut dire. Retenez ces indicateurs et interrogez-les au conseil communautaire qui aura lieu dans un an, au moment de l'élaboration des budgets 2024 pour 2025. Interrogez-les. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, et je suis en colère, et c'est un énorme gâchis. Mais encore une fois, merci pour votre mobilisation. Merci à Mathias, notre directeur, qui a été un vrai pilier pour nous, pour notre présidence de 5 mois, et à l'ensemble des équipes salariées, non pas pour ces 5 mois, mais pour l'ensemble de leur œuvre, parce que on n'oublie pas, et personne n'oublie.
pas vraiment de transition. Et je vais juste changer de position et me lever parce que ça me dégourdit pour lire le mot qui a été proposé par les salariés. Donc ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des salariés qui ont souhaité qu'on s'exprime pour eux. Merci de nous laisser nous exprimer, car l'ancien bureau, à l'initiative de l'éclatement de cette association, du projet et son équipe, ne nous l'aurait pas autorisé. Aujourd'hui, nous vivons notre dernière AG en tant que salariés des Landes. Nous souhaitons partager avec vous, qui soutenez ce projet, les motifs de notre décision. Également, vous remercier pour votre engagement dans cette aventure qui aura duré plus de 20 ans. Les événements de ces derniers mois, entre Oust à Brocéliande Communauté et l'association, ont mis en difficulté l'équipe salariée à de nombreux niveaux. Aucun projet d'avenir n'a été présenté par la communauté de communes, ni explication des motivations de la reprise de l'activité, aucune anticipation non plus de ce transfert. L'avenir de la gestion des sites et du centre d'accueil reste une grande source d'inquiétude pour l'équipe actuelle, dans la mesure où l'activité et le mode de gestion n'ont pas, à notre sens, été entendus ni pris en compte. Nous nous sommes engagés pour cette association par conviction, le projet associatif ainsi que le partage des valeurs avec les bénévoles et les adhérents faisaient partie intégrante de cette vie associative. Le passage en collectivité pourra-t-il toujours laisser la place à cette richesse humaine? D'autre part, jusqu'à 4 versions de contrats ont dû être établies tant ces contrats ont été rédigés sans prise en compte des salariés ni de leurs missions actuelles. En effet, des erreurs grossières sur l'état civil des salariés, sur leurs missions actuelles, ont pu être constatées, comme sur les parcours professionnels, sans parler. À cela s'ajoute la non prise en compte du respect des clauses substantielles de nos contrats, à savoir le lieu de travail, la rémunération, la durée du travail, ou même les fonctions occupées. Seule l'intervention d'une avocate dépêchée par l'association nous a permis d'obtenir une version qui respecte la légalité de la prise en compte de ces clauses. Ces successions de manques d'échange ont créé un climat de défiance, pointant les dysfonctionnements liés au contrat et augmentant nos craintes quant à la considération des salariés. Durant cette période, nous n'avons pas senti de volonté de la part de la communauté de communes de construire un projet commun, mais plutôt une réelle obligation contrainte de nous reprendre. Les salariés qui ont refusé le contrat de l'Oust à Brocéliande Communauté, c'est-à-dire une large majorité, l'ont fait par manque de confiance et de transparence sur les objectifs de cette soudaine reprise, et par un sentiment d'insécurité, dû à la méconnaissance de nos métiers et de nos missions. L'envoi d'un huissier à domicile pour la notification du licenciement dès le lendemain de notre refus de contrat démontre la violence et l'inhumanité d'un fonctionnement dénué de toute bienveillance et de prise en compte des salariés. Suite à ce courrier, nous avons appris que le préavis de licenciement allait démarrer au 23 novembre et par conséquent que les indemnités de 2 mois de préavis, qui devaient être réglées en janvier aux salariés, ont été réduites à 3 semaines. Ce delta de calcul est impactant financièrement. Aussi, nous vous demandons de prendre en charge le complément d'indemnité de préavis non assumé par la collectivité. Nous avons évoqué quelques-unes des difficultés des personnes qui partent, car ce sont bien des parcours de vie et de famille qui peuvent être brisés tant par les conséquences financières de la perte d'un emploi que par les conséquences morales et physiques d'une période aussi éprouvante. Mais de nombreuses questions restent en suspens concernant les personnes qui restent. Comment travailler avec 75% de l'effectif en moins? Le rachat du matériel de l'association n'étant pas acté, comment préparer la saison? L'annonce du départ du directeur ne permet pas de se projeter. Comment accompagner, soutenir ses collègues et leur permettre de débuter sereinement leur contrat avec Oust à Brocéliande Communauté? Comment les rassurer pour qu'ils ne traversent pas un épuisement qui les conduirait vers des arrêts inévitables? Les salariés ont besoin d'un accompagnement réel, moral, matériel et organisationnel et de directives claires et définitives. Merci pour votre écoute et votre soutien dans ces moments troublés. Un peu long. Donc,
si vous avez des questions. Oui. Oui, juste, enfin merci. Juste une pensée aussi quand même pour des salariés qui ont bien œuvré aussi pour la grandeur de cette association, notamment Ludel, l'ancienne directrice, Elisabeth, qui a carrément été mise sur la touche par l'ancienne gouvernance. Je rappelle quand même qu'Elisabeth, bien sûr avec l'aide de l'équipe, a permis à l'association de passer le cap du Covid, qui n'a pas été spécialement facile. Elle a pas été là, elle ne s'est jamais non plus économisée, et qu'elle a été sacrifiée sur l'autel de je ne sais pas quel. Enfin voilà, elle était directrice, l'ancienne gouvernance qui a proposé de passer sous-directrice de quelque chose, enfin, elle était carrément mise au placard, ce qui a motivé son départ. Je voulais quand même le préciser aussi. Merci. Et ça après, en fait, à quel moment les élus aussi peuvent s'opposer au-delà d'un seul vote en conseil communautaire. Ça tient notamment. Pas pour jeter la pierre. Non, mais ça tient notamment au délai, dans le sens où, administrateurs, nous avons été informés moins d'une semaine officiellement par notre bureau d'époque, avant l'Assemblée Générale. Et que c'est à l'Assemblée Générale qu'officiellement Gustavo Céliland a pris la parole, et que le Conseil communautaire s'en suivait une semaine plus tard. Vous avez bien vu l'enchaînement des éléments. Le temps de réaction ne nous a jamais manqué. Nous avons toujours été très réactifs, mais malheureusement, pour solliciter les conseillers communautaires et les aider à motiver une réponse. Entre-temps, en fait, on a la médiatisation, il faut aussi venir d'élus entre eux qui s'attaquent. En tout cas, nous, c'est ce que Vincent interrogeait aussi, c'est aussi les chiffres. C'est les subventions accordées par la communauté de communes, qu'est-ce que ça va devenir, combien ça va coûter collectivement au territoire de faire perdurer ce projet. On ne sait pas où il va le projet, mais on peut deviner qu'il va coûter cher. Un exemple tout bête, mais là la communauté de communes elle rechigne pas à aller payer des huissiers pour aller chez les unes les autres donner les courriers, et c'est pas donné. Et vraiment hop, ils enchaînent les dépenses comme ça. Moi je m'interroge de combien ça va coûter cette reprise en régie par la communauté de communes, au nom de quoi on ne sait pas, pour faire quoi de mieux on ne sait pas, mais sans doute ça va coûter cher. Donc j'imagine que les élus qui étaient contre ce projet, ils peuvent en tout cas interroger à minima la partie financière de cette reprise, si ce n'est les autres parties, puis la partie emploi, etc., qui n'est pas négligeable. L'ensemble des indicateurs est disponible dans les rapports d'activité qui sont hébergés sur le site Élan. Puis on les refournira. Et on peut largement les refournir, le cas échéant. Voilà, on fournira un compte rendu. Je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent s'exprimer. Qui ont voté contre la reprise au conseil communautaire du mois de juin. Alors c'est vrai que je voulais intervenir sur le fait que vous pointiez du doigt effectivement la possibilité que des élus de la communauté de communes puissent se mobiliser pour soutenir un projet comme les Landes. Alors ce que je voulais dire, c'est que les choses s'enchaînent très vite, comme vous l'avez montré, en fait, entre fin juin et aujourd'hui novembre, il y a 5 mois. Quand on est élu, c'est pas pour excuser les élus, mais quand même, on est dans des combats qui peuvent être identiques aux vôtres, à celui-là, qui sont aussi louables, qui sont quelquefois sur les mêmes sujets, sur les mêmes problématiques. Moi, ce que j'entends là ce soir, je le constate aussi dans d'autres difficultés que moi j'ai en tant que maire à assurer la gouvernance d'une commune. Donc c'est pas facile d'être sur tous les fronts, en fait. Pas pour vous dire, les collaborateurs, les collègues qui sont ici, enfin les élus sont débordés, quoi. Vraiment, alors après, on a plus ou moins de temps, on fait sa fonction avec plus ou moins d'intention, mais vraiment la fonction nous déborde. Et du coup, donc ça c'est une dimension. Il y a autre chose aussi, c'est que en fait aujourd'hui on est un conseil communautaire, une communauté de communes de 26 communes. Donc, sans me tromper, je pense, je peux dire que les communes qui sont à l'opposé d'ici de la communauté de communes, en fait, ne connaissent pas le projet des Landes, ou en fait très peu, ou juste par voie de
par voie des médias, par voie de discussions comme ça anonymes, et en tout cas ne peuvent pas en fait avoir une connaissance approfondie des problématiques humaines, économiques, financières ou éthiques ou idéologiques, enfin. Et donc c'est pas facile pour des élus d'aller se positionner non plus et d'aller se bagarrer aux côtés à côté sur des projets parce que aussi on est dans d'autres affaires, on peut être loin, et cette dimension en tout cas de 26 communes élargies, moi je trouve personnellement on y perd l'intention politique, quoi. Et effectivement le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup de décisions administratives qui sont prises, quoi, administratives et techniques. Et alors que peut-être sur une communauté de communes comme il y avait avant, à l'échelle cantonale, il y aurait plus d'intention portée sur ce qui se passait au Land. Parce que là, globalement, à 26, c'est compliqué d'aller expliquer à tout le monde les enjeux de ce qui se passe et d'avoir une mobilisation de l'ensemble des élus. Ouais. Bon, voilà, c'est petit témoignage aussi pour dire que c'est pas simple quand on est élus. Merci de nous avoir soutenus au conseil communautaire quand même. Oui, non, mais moi c'est vrai que je suis une commune à côté. J'ai eu l'occasion de discuter beaucoup de cette situation des Landes, et voilà, je me suis fait mon avis, et effectivement j'ai alerté au conseil communautaire ce qui se passe ce soir en fait. Donc je peux regretter aussi que le maire de la commune sur laquelle se situe l'association, donc le maire de Nantes-Neuf, n'ait pas plus soutenu ce projet aussi, puisque lui il le connaît plus précisément pour en avoir été président par le passé, et parce que le projet se situe sur sa commune. C'est un président qui a démissionné pour pouvoir se présenter aux élections. Oui, si on veut être vraiment précis, effectivement. Sans prendre à partie l'ensemble du conseil communautaire, on l'a précisé, et je pense qu'à un moment donné, je l'ai aussi précisé, je pense aussi, je pose la question, parce que c'est mon ressenti, parce que j'ai bien conscience, parce que de par mon métier, moi je suis technicien dans une collectivité. Voilà. Donc, dans une structure parapublique, pas à dire, mais c'est un détail. Et j'ai aussi conscience du poids des techniciens. Et aujourd'hui, il y a ceux qui doivent préparer les dossiers, monter les dossiers. Et ceux qui sont interrogés aujourd'hui, à mon sens, si j'étais un élu, je ne porterais pas mon regard forcément sur le reste du conseil communautaire, et justement, comme vous dites, vous avez bien d'autres chats à côté. Par contre, il y a des techniciens qui vous ont monté les dossiers, qui vous ont présenté les scénarios, enfin, j'imagine, et qui vous ont amené au vote. Parce que l'ordre du jour, on imagine bien que c'est pas vous, les élus communautaires, qui le montez. Aujourd'hui, moi, ma question, je la poserai peut-être là. Vous en faites ce que vous voulez. Perspective 2024 le premier, donc là aux vacances, voilà, les salariés qui ont décidé d'arrêter vont partir, là qui vont avoir un calendrier respectif. Nous, où le matériel, les propriétés de l'association, où elles seront reprises par la communauté de communes ou pas. Si c'est la seconde réponse, et donc il faudra vider les locaux. Si le matériel est repris, on fera en sorte qu'il soit accessible pour la communauté de communes. Et puis c'est donc la communauté de communes qui reprendra le lieu, l'émission. Et comme ils nous ont pas vraiment détaillé leur projet, on n'a aucune idée de par quoi ils vont commencer et comment. Il y a déjà des réservations. Oui, nous on a fait notre travail de continuité, on a rempli le carnet de commandes. De fait, c'est une très bonne question et c'est une interrogation forte de l'équipe salariée. C'est que dire aux structures qui ont fait des réservations. Il y a eu une temporisation sur le début d'année prochaine parce qu'il y avait quand même de l'incertitude. Donc l'équipe a cherché à temporiser, mais effectivement, que se passera-t-il pour les réservations à venir? Là, l'équipe aujourd'hui, n'ayant pas de directive de la communauté de communes, ne sait pas quoi répondre aux partenaires. Est-ce qu'on pourra les accueillir? Oui, non, dans quelles conditions? On n'est pas capable, enfin, nous, association, c'est pas notre rôle de toute façon, mais ce qui est difficile, c'est que c'est des salariés qui se retrouvent interlocuteurs et ne peuvent pas répondre aux enjeux. Donc,
D'autant que l'accueil n'est pas simplement une question d'hôtellerie, en fait, c'est véritablement une dimension pédagogique qui est assumée par des personnes qui sont des personnes compétentes et qui portent la reconnaissance de la structure et la motivation des enseignants qui veulent y amener leurs élèves comme ça. En fait, donc là, on est tout à fait conscient du fait que c'est une situation qui est une situation difficile. Malheureusement, on n'a pas d'interlocuteur pour pouvoir la gérer. En fait. Et de toute façon, on n'est plus mandaté pour le faire. Et jusque-là, les interrogations, elles sont toujours venues de nous. Mais que se passe-t-il pour les réservations? Que se passe-t-il? Alors que quand même, en tant qu'entrepreneur, il devrait aussi se poser cette question-là. Et voilà, on en revient à l'énorme perte et au gâchis. C'est aussi la qualité de cet accueil qui est complètement remis en question aujourd'hui. Pas juste parce qu'il manque des personnes, mais c'est une question de compétences. C'est une question de qualité des repas, par exemple. On en parlait encore il y a peu de temps. C'est une question de voilà d'animation qui sont préparées. Enfin voilà, on n'a pas échangé avec la communauté de communes sur ces questions-là et ils nous ont pas donné d'éléments pour qu'il y ait une transition. Voilà. Après, il y a des départs. Il y a une question ça va rejoindre ce qui vient d'être dit, mais on en parle sur le sentiment du gâchis, la tristesse, etc. Tu veux parler un petit peu fort, s'il te plaît? Tu veux parler un peu fort? Concernant l'inventaire, c'est une chose vraiment très terre à terre, mais concernant l'inventaire que vous avez à remettre à ODC, il y a les richesses immatérielles, et parmi ces richesses immatérielles, il y a tout le fruit de ce travail considérable qui a été fait par l'équipe. Il y a, tu viens de le dire en genre, les contenus des animations des classes, c'est-à-dire les programmes, les activités au quotidien, le travail énorme qui est fait sur la réserve autour des actions de gestion, c'est immatériel, mais néanmoins c'est une richesse immense. Je ne parle même pas, enfin voilà, sur le site des menhirs, la prospection qui a été faite qui fait que maintenant on arrive à un site qui va avoir une renommée extraordinaire. Tout ça, c'est compté comment dans le... Et qu'est-ce qu'elle en fait la com de ça? On n'en est pas encore à ce stade de comptage. C'est une question pour on essaye, mais c'est pas facile. Mais je reviens à ma question tout à l'heure. Quand on dit c'est une situation difficile, non, c'est pas une situation difficile, c'est vraiment un gâchis immense. On nous explique qu'il n'y a plus d'équipe, que les principaux animateurs s'en vont, que le directeur s'en va, qu'il va y avoir à peine moins de la moitié de l'effectif. C'est plus qu'un gâchis, c'est ce que l'humain, c'est une perte de consistance sur lequel. Donc ma question revient, face à un gâchis pareil, l'association qui n'y vaut rien, n'aurait-elle pas au moins un devoir de dénoncer, d'annoncer et d'alerter le grand public? On a préféré d'abord parler avec vous et puis après... Ce que dit le maire de Gand est très juste. Sur une communauté de communes aussi étendue, tous les élus ne peuvent pas se saisir. Nous, on a la chance de le soir parce qu'on doit être plus sensible à ce problème pour différentes raisons. On va sortir très informés. Et qui va informer l'ensemble de la communauté de ce gâchis incroyable qui est en train de se mettre en place? Et toutes celles et ceux qui sont motivés par repenser un projet avec nous seront invités évidemment à la rentrée prochaine, au printemps prochain pour se joindre à nous et justement brainstormer et se mettre autour d'une table sur le devenir de cette association. Et la porte sera ouverte à tout le monde.